Bonsoir à tous. En l'absence du maire, il va arriver à 19 heures. C'est moi qui ouvre la séance plénière. Donc le premier sujet abordé, ça va être les ombrières, présentées par les deux dames qui sont à ma gauche, dont j'ai plus les noms, mais vous allez vous présenter. Il y a une dame du SDEC et une dame d'Éclore. Je vais vous laisser dire ce que veut dire Éclore, parce que je l'ai devant les yeux, mais autant que ça soit vous. Donc on peut commencer cette présentation. Il y a une petite demi-heure, je pense. À vous, mesdames. Vous avez bien entendu les consignes pour le micro parce qu'il n'est pas facile. Donc moi, c'est Eva Miel du SDEC Énergie. Je suis chargée de projet énergie renouvelable, donc au syndicat d'énergie du Calvados. Et je suis Bénédicte Clairbout du réseau normand Éclore, qui veut dire énergie citoyenne locale et renouvelable. Donc c'est le réseau normand. Et il y a 13 réseaux en France, un par région. Donc aujourd'hui, on va vous informer sur l'avancement du projet d'ombrière photovoltaïque sur le parking du gymnase. Je dirai aussi quelques mots sur le projet photovoltaïque sur toiture sur l'école. Et aussi pour vous informer de la mobilisation citoyenne possible, si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, merci. Donc pour remettre un petit peu de contexte sur le portage du projet, les élus du SDEC, pour leur mandat, voulaient accélérer la production d'énergie renouvelable. Et comme action, ils ont créé une société de projet qui s'appelle Solisdec avec deux partenaires, Siousun, qui est une entreprise familiale bretonne, qui est un développeur donc, spécialisé sur les ombrières photovoltaïques et qui ont l'habitude de travailler avec les collectivités territoriales, notamment avec les syndicats d'énergie. Ah oui, il faut que je regarde là-bas, pardon. Et le deuxième associé, Énergie Partagée Investissement, qui est un fonds d'investissement citoyen, donc qui récolte les parts citoyennes pour l'investir dans les projets. Donc, Bénédicte expliquera un peu plus amplement après. Et donc cette société de projet, elle est là pour financer des projets sur le foncier des collectivités. Donc l'idée, c'est de faire une expérimentation sur plusieurs projets. Donc on appelle ça une grappe. Donc l'idée, c'est que les projets avancent en même temps pour qu'on ait un seul financement bancaire. Donc il y a 7 collectivités qui ont délibéré pour mettre à disposition leur foncier. Donc les 4 premiers en vert, ce sont les communes où on a déjà le raccordement et les autorisations d'urbanisme. Et donc la première commune qui va commencer son projet, c'est Falaise, donc sur le parking du gymnase. Donc la totalité, ça fera une grappe d'à peu près 2 MW crête. Comme vous pouvez le voir sur le parking, ça sera 175 kW crête sur le parking de votre commune. Merci. Donc le financement du projet, il est porté à 100% par la société de projet, par Solisdec. Donc il n'y a aucun financement de la commune. Et sur cette société de projet, le SDEC a 25% des parts et Énergie Partagée Investissement 24 et Siousun 51. Donc c'est un portage en tiers investissement, donc c'est-à-dire que la collectivité met à disposition son foncier et c'est la société de projet qui va développer, financer, construire, exploiter l'installation. Donc aussi une convention d'occupation temporaire de 30 ans. Et donc la société de projet reverse un loyer qui est symbolique, ça sera 100 euros parce que c'est des petits projets, des moyens projets, ça veut dire en dessous de 500 kW crête et l'équilibre économique est très, très fragile. Et donc à la fin de cette convention, il y aura 3 possibilités, soit de la prolonger, soit la commune récupère l'installation contre une valeur symbolique, soit l'installation est démantelée aux frais de la société. Donc l'électricité, alors pour sécuriser le projet, au début on va l'injecter sur le réseau. Donc on a un contrat avec EDF, c'est pour avoir le financement auprès des banques, donc d'assurer qu'on peut l'injecter sur le réseau. Mais l'idée du projet, c'est de mettre en place le plus rapidement possible l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que la collectivité puisse consommer cette électricité à un prix fixe pendant une durée de temps. Donc il y a des études qui sont en cours pour voir comment foisonner l'électricité entre vos différents bâtiments. C'est un sujet assez complexe, donc on fera peut-être d'autres réunions sur ce sujet spécifiquement. Là, on voulait garder du temps pour parler plus mobilisation citoyenne. Mais voilà, sachez que l'idée de ce projet, c'est d'avoir un circuit court d'électricité et que la commune puisse en bénéficier. Alors sur les étapes du projet, on arrive presque à la fin, mais donc en amont,
il y a bien une manifestation d'intérêt de la société de projet, donc il y a une mise en concurrence, il n'y a pas d'autres acteurs qui se sont positionnés pour faire un projet sur ce parking. Donc on a pu mettre un permis de construire, faire toutes les études. Donc là, il y a la convention d'occupation temporaire qui va être mise en signature et la construction qui va pouvoir démarrer la semaine prochaine, lundi prochain. Le parking sera enfin, une partie fermée pour faire les fondations des ombrières pendant 3 semaines. Il sera réouvert pendant l'été, le temps du séchage, et il refermera à la mi-octobre pour monter les structures, donc monter les ombrières. Est-ce que déjà il y avait quelques questions avant peut-être de parler sur les chiffres un peu techniques sur le portage du projet? Non, c'était assez clair. Alors sur le projet en lui-même, donc ça sera 2 ombrières. Donc plus au site, vous avez une grande ombrière sur tout le long qui est une ombrière simple. Et après, vous avez une deuxième ombrière voilà, au milieu un peu plus large, une ombrière double. Et donc la totalité, c'est 175 kW crête. Donc pour parler pour que ça soit un peu plus parlant, l'équivalence en consommation électrique, sans parler du chauffage, c'est l'équivalent de 80 foyers. Donc c'est un parking qui fait plus de 2000 m², donc il est sous obligation réglementaire d'être solarisé. Donc il fait un peu plus de 2000 m², on solarise environ 800 m². Donc là, on vous a mis quelques coupes d'ombrières pour que vous vous rendez compte. Voilà, une ombrière simple, ça recouvre qu'une place de parking. Une ombrière double, ça recouvre 2 places de parking. Et vous avez une petite image d'insertion pour l'ombrière double. Ouais, alors quelques mots, parce que vous avez aussi un projet photovoltaïque sur l'école. Donc là, le portage, il est différent. C'est un portage du SDEC, 100% SDEC fait avec sa régie, en injection totale. Donc on solarise une partie de la toiture pour 36 kW crête, donc c'est l'équivalent de 60 foyers, pour solariser une surface de 175 m². Et pareil, les travaux commencent ce mois-ci. Alors là, c'est la partie énergie citoyenne, donc je vais laisser la parole à Bénédicte. Sauf si vous aviez des questions sur ce qui précède. Bon. Donc, je voulais vous parler du fonds d'investissement énergie partagée. Je fasse ce qu'on a dit, mais voilà. Donc, tout d'abord, ce que je disais tout à l'heure, en fait, Éclore, c'est un réseau régional, le réseau régional normand, dont l'objectif est de sensibiliser et de faire connaître aux acteurs locaux, donc collectivités, associations, entreprises, qu'il existe d'autres types de projets de développement d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que les citoyens, les collectivités, peuvent prendre une part beaucoup plus importante dans ces projets en investissant directement dans des projets ou indirectement, selon ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se mettre autour d'une table, c'est un peu imagé, comme ici, et de se dire qu'est-ce qu'on veut sur notre territoire, ensemble, collectivités, habitants, entreprises, associations, et qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos besoins en énergie, et ensuite, comment on va faire pour produire cette énergie. Et l'intérêt, en fait, c'est de constituer, de mobiliser l'épargne locale, mais aussi d'associer les habitants à des projets. On va voir que ça a plein d'intérêts qui ne sont pas forcément que financiers, mais qui sont financiers aussi. Donc, pour faire tout ça, en fait, Énergie Partagée Association est une association nationale qui fédère les réseaux régionaux, dont Éclore. Et Énergie Partagée Association s'appuie sur une structure qui s'appelle Énergie Partagée Coopérative, qui gère un fonds d'investissement, ce qu'on appelle un fonds d'investissement, c'est-à-dire qui collecte auprès des particuliers. Jusqu'à maintenant, il y a eu 7 539 contributeurs qui ont apporté 46 millions d'euros. Et cet argent, donc de particuliers, sert à investir dans des projets d'énergie renouvelable qui répondent à un cahier des charges bien précis. C'est-à-dire qu'on n'investit pas dans n'importe quel projet. Les projets doivent être d'intérêt local. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une majorité d'acteurs locaux dans le projet, qui investissent dans le projet. Il faut que la gouvernance, c'est-à-dire les décisions soient partagées par les parties prenantes de la société de projet.
Et il faut que l'impact écologique soit évalué et le plus faible possible. Il faut aussi que l'idée, c'est quand même de faire appel aussi un maximum aux entreprises locales. Et l'idée, c'est de mobiliser l'épargne citoyenne. C'est vraiment un projet de territoire. Donc voilà, énergie partagée association et énergie partagée coopérative s'appuient sur le réseau normand Éclore pour faire connaître ces projets. Et moi, je suis animatrice du réseau Éclore. Voilà. Donc, si vous pouvez passer. Alors, comment, là c'est un petit schéma. Donc l'objectif, c'est bien de porter et de financer, de gérer ensemble des projets d'énergie renouvelable, sachant que de produire de l'énergie renouvelable, ça peut être de l'électricité, par exemple les ombrières photovoltaïques, mais ça pourrait être aussi de la chaleur, à travers des petites chaufferies bois, par exemple, ou ça pourrait être de la méthanisation avec des installations de méthanisation. Mais ça, c'est, je dirais, le territoire qui décide de ses ressources et de qu'est-ce qu'il fait de ces ressources, comment il les utilise pour développer de l'énergie. L'idée étant quand même de sortir des énergies fossiles. Donc comment? C'est en finançant le capital et les investissements et aussi en participant au choix. Quand on dit la gouvernance, c'est de participer au choix, de décider ensemble de ce que l'on va produire, de comment on va le produire. Et par exemple, si on fait de l'autoconsommation collective, par exemple, à quel prix on vendrait l'électricité? Par exemple, c'est un exemple. Donc le schéma qu'on voit là sur la diapo, elle montre simplement, si on va de la gauche vers la droite, c'est en fait un schéma qui montre une moindre implication des citoyens et des collectivités vers plus d'implication. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler, je pense, des projets de financement participatif. Ça, c'est ce qu'on voit à gauche de la diapo. Le financement participatif, c'est-à-dire qu'on va vous demander de prêter de l'argent, on va convenir avec vous d'un petit intérêt, voilà, et sur un temps donné, 2, 3, 4 ans, et vous savez que vous allez récupérer votre argent à la fin de cette période, mais par contre, on ne va pas vous demander de votre avis sur l'installation, l'installation solaire, sur le parc éolien, etc. Ça, c'est la moindre implication. On n'intervient pas, c'est le financement participatif, on n'intervient pas dans les décisions du projet. On se déplace légèrement vers la droite, et là, les citoyens et collectivités peuvent faire appel à une structure intermédiaire, comme énergie partagée investissement, ou une société citoyenne qui existerait sur le territoire, par exemple, ou qui serait à créer, et qui pourrait prendre des parts dans la société de projet, comme l'ont fait Énergie Partagée Investissement, le SDEC, Siousun, dans la société Solisdec, qui va installer les ombrières sur le parking du gymnase, j'ai oublié le nom du gymnase, pardon. Mais voilà, le même principe, en fait, fait que des citoyens, la collectivité ou les collectivités environnantes pourraient aussi investir dans une structure intermédiaire parce qu'ils ne souhaitent pas investir directement dans la société de projet. Voilà, ça, c'est un autre mode d'intervention. Et il existe encore un mode où là, il y a une implication totale, à la fois des citoyens et des collectivités qui investissent directement dans la société de projet en achetant des parts, en apportant des comptes courants d'associés. Donc la finalité, c'est vraiment de se réapproprier un bien commun qui est l'énergie. Comme l'eau, comme l'énergie, c'est un bien commun, on en a besoin. Et l'idée, c'est vraiment de rendre les territoires résilients en prenant leur part aussi à la production d'énergie. Et on va voir après, alors si vous voulez bien passer à la diapo suivante, voilà, tous les bénéfices pour le territoire de ce type de projet. En fait, l'idée, ce n'est pas juste de produire de l'énergie. Ce sont des projets éducatifs, parce que quand on rentre dans ce type de projet-là, eh bien, on comprend mieux les enjeux et on adhère mieux au projet de transition énergétique. Parce que, franchement, l'énergie, on a souvent pensé que c'était une affaire de spécialistes.
ça ne nous concerne pas parce qu'on n'y comprend pas grand-chose, c'est une affaire de spécialistes. Eh bien non, c'est pas qu'une affaire de spécialistes, il y a des spécialistes, mais les citoyens et les collectivités peuvent aussi prendre leur part dans la transition énergétique, et les énergies renouvelables le permettent, puisque les énergies renouvelables, par principe, sont décentralisées. Les impacts, les bénéfices sont aussi écologiques, parce que dans ces projets-là, eh bien, on fait de la sensibilisation, on explique, on mesure les enjeux. Et en général, déjà, on fait appel à une énergie qui est la moins impactante possible, puisqu'on fait appel à des sources d'énergie renouvelables, donc qui ont une faible émission carbone. Mais toute production d'énergie a toujours un impact sur les ressources. On ne produit pas de l'énergie comme ça, sans consommer des ressources. Donc c'est important de l'avoir en tête. Et ça permet aussi de se poser la question, à la fois au niveau des collectivités, mais à la fois au niveau particulier, de où est-ce qu'on pourrait faire des économies. Parce que c'est important aussi de se dire que la transition énergétique, elle nécessite aussi de faire la chasse à tous les endroits où on gaspille un peu d'énergie. Et il y a des sources de gaspillage qui sont à éliminer. Donc ça permet aussi de s'approprier ces enjeux-là et de faire un petit peu plus, d'aller vers plus d'économie. Les enjeux sont aussi sociaux, parce qu'on s'aperçoit qu'en général, quand on s'intéresse à l'énergie, on s'intéresse aussi à d'autres thèmes, l'agriculture, la mobilité, qui sont vraiment des thèmes que vous traitez au fur et à mesure de vos conseils municipaux. Enfin, ce sont des sujets prégnants aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a des impacts plus larges que la simple production d'énergie. Ce sont aussi des enjeux démocratiques, parce que là, on fait appel à de la coopération entre les citoyens, les collectivités et les professionnels de l'énergie. Donc c'est vraiment un nouveau modèle, enfin nouveau, qui est un peu plus répandu qu'en Normandie encore, mais qui existe, qui est beaucoup répandu dans les Pays de la Loire, par exemple. Et voilà, en Normandie, on est peut-être un peu plus... Enfin voilà, il y a moins de projets, mais ça veut dire aussi qu'on a une marge de manœuvre plus importante, une marge de progression plus importante. Donc là, c'est vraiment une histoire de démocratie, en fait, où les acteurs locaux reprennent le pouvoir. Et puis, les retombées économiques sont aussi plus importantes, parce que dans ces projets-là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder aussi par exemple, si on prend un parc solaire, quels sont les panneaux qu'on va installer, à quelle entreprise on va faire appel. En fait, dans les projets citoyens, il y a une étude qui a été faite par Énergie Partagée en 2019 qui montrait que pour 1 euro investi dans un projet citoyen, il y a 2,5 € qui revient au territoire. Pourquoi? Parce que dans les projets classiques d'énergie renouvelable, quand on fait appel à une entreprise et qu'on lui dit faites le projet, on vous laisse le terrain, vous vous débrouillez, eh bien les retombées, elles se portent que sur la fiscalité, sur le loyer. Alors que quand on fait un projet citoyen, eh bien les citoyens vont vouloir, les acteurs locaux vont vouloir faire appel plutôt à une entreprise locale. Donc il y a un tas de facteurs qui font que les 2 tiers des revenus sont à la fois un tiers, on va dire, dans un projet, on a un tiers de revenus, de retombées locales qui sont la fiscalité et les loyers, le un tiers qui sont les emplois locaux. Donc si on fait appel à des entreprises locales, il y a un tiers qui revient au territoire par les emplois. Et le 3e tiers, grosso modo, ce sont les revenus. Quand on a investi dans un projet, eh bien, il peut y avoir des revenus, même si en général les projets citoyens, l'objectif, c'est pas de faire un maximum de lucrativité. L'idée, c'est plus d'équilibrer les projets, peut-être des revenus, mais c'est surtout d'avoir un impact positif global sur le territoire. Voilà, et je ne sais plus s'il y a encore une slide derrière. Ah bah oui, j'avais oublié. Voilà, en Normandie, les projets citoyens, donc on voit quand même qu'on noircit un peu la carte quand même. Donc on peut avoir en jaune, alors si on voit en jaune, ce sont des projets de sociétés citoyennes en Seine-Maritime et dans l'Orne qui portent sur l'installation clé en main de chaufferie à partir
de bois local issu de haies bocagères. Et là, on voit bien qu'on a un circuit court de la production locale de ressources jusqu'à l'utilisation. En vert, vous avez les sociétés citoyennes, Synergie, Ferténergie, Turbinef, l'Ampère Contre-Attaque, et là tous les départements, et Plaine Sud Énergie, qui est une voisine. Parce que je suis passée, en venant, je suis passée à Gargenville-Séqueville, c'est ça, voilà, je me trompe, je suis en train, Bourg-Guébus, et la troisième, je ne sais plus. Et ce sont les 3 communes qui ont été les précurseurs en 2011, qui ont porté un projet citoyen avec Plaine Sud Énergie. Et donc, en installant Je suis désolée si j'ai écorché le nom de la commune. Voilà, donc ce sont des sociétés dans lesquelles il y a des collectivités ou pas, certaines, et des citoyens ont investi ensemble pour souvent des panneaux solaires sur des écoles, sur des ombrières pas encore, enfin voilà, des bâtiments municipaux ou des bâtiments privés. Synergie, c'est une entreprise, par exemple. En gris, c'est une toute nouvelle structure qui s'appelle une centrale villageoise, du côté de Marchésieux, Tessy-Bocage, Saint-Georges-Moncoq. Voilà, donc on voit bien sur Octeville et sur Gainesville. Octeville, c'est un projet d'ombrière, comme ici, avec Siouson également, énergie partagée dans une autre structure qui s'appelle Azéroé. Ici, ça s'appelle Solisdec. Voilà. J'en oublie sûrement, hein, mais voilà, pour vous dire que l'écosystème normand, il commence à s'étoffer et les projets se développent. Voilà. Je me dis que peut-être vous avez des questions. Les moyens de Solisdec pour la mobilisation, je peux Oui, donc en fait, pour les ombrières, il y avait vraiment cette volonté d'un ancrage territorial. Et donc, il y a des moyens qui ont été attribués à la société pour s'appuyer sur le projet pour faire de la mobilisation. Donc, on a un budget de 3 000 € pour l'ensemble des projets, pour faire de la communication. Donc, on peut penser déjà peut-être à des affiches, à quelque chose pour l'inauguration. Peut-être faire des réunions avec des associations qui utilisent le gymnase. Je ne sais pas si ça peut être envisageable. Et puis après, il y a Éclore qui est là pour sensibiliser sur les énergies citoyennes. Et le SDEC Énergie, nous, on a la Maison de l'Énergie, donc on a un escape game à Caen, mais on a aussi des animations qui peuvent se déplacer sur les territoires et qui peuvent être mobilisables s'il y a une volonté de la commune qu'on sensibilise sur la transition énergétique. L'idée, c'est de se dire que le projet d'ombrière, ça peut être un démarrage pour la mobilisation citoyenne. L'autre projet aussi photovoltaïque, ça peut être des projets appui pour la suite, pour aussi peut-être d'autres projets citoyens. Des questions un petit peu, mais on ne sait pas toujours ce que ça recouvre en fait. Ça reste encore un peu nébuleux peut-être. Non? Juste une petite dernière question. Est-ce que vous avez un intérêt sur ce sujet-là? Est-ce que la commune souhaite qu'il y ait une mobilisation particulière qui soit faite? Répondre avant, je vais revenir effectivement sur les remerciements au SDEC, parce qu'avec Richard Collat, qui est le directeur des services techniques depuis 3 ans, on travaille sur le sujet avec vous. On y voyait un intérêt. Il y avait l'intérêt financier, mais on y voyait l'intérêt moteur. Il nous fallait des projets moteurs pour montrer que c'était possible. Vous parliez d'obligation sur les parkings. C'est effectivement une obligation qui n'est pas encore tellement développée. Il nous fallait un projet phare ou 2 projets phares. Dans toutes les discussions, on s'est bien rendu compte, on parle du photovoltaïque. Je mettrai juste un petit mot sur l'éolien qui est plus compliqué sur des territoires comme le nôtre, mais sur le photovoltaïque, il y a tellement de mètres carrés de toiture à équiper qu'effectivement, pour les ENR, on arrive sur des projets vertueux sur le long terme. Sur la communication, alors effectivement, il y aura besoin d'une communication complémentaire. On en avait parlé avec un de vos collègues au SDEC, lors de la signature d'ailleurs de Solisdec, c'est que lors de la livraison
de Bianco, il faudrait qu'on arrive à communiquer, vous avez raison, sur les associations qui utilisent Bianco, mais pas que, pour les citoyens. Il faut vraiment qu'on arrive à faire de ces projets participatifs l'avenir. On le disait tout à l'heure, c'est pas toujours très simple, mais c'est toujours plus simple que de laisser venir d'en haut sur l'éolien. Sur l'éolien, les gens, quand ils voient les sociétés arriver de Paris ou d'ailleurs, parce que ça vient de Danemark, d'Allemagne, il y a une réticence d'emblée. On est convaincu, nous, que si ça vient du citoyen, on a déjà franchi un cap. Mais effectivement, ça sera la deuxième étape. Mais soyez convaincus que sur le photovoltaïque, déjà, c'est bien pour ça qu'avec le SDEC, on tenait à être dans cette fameuse grappe. C'est un sacré intérêt pour la population, mais c'est aussi un intérêt de montrer que ça marche et qu'il faut en faire de plus en plus, que ça ne va pas être suffisant. Si on veut ne faire que le nucléaire ne se développe pas à outrance, parce que c'est aussi une réalité, hein, il faudra qu'il y ait de l'ENR sur tout le territoire. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Sur notre liste, je vous le disais en aparté, il y a plein de gens convaincus. C'est pour ça que Cécile le dit, les projets participatifs, on les connaît. Alors, certainement moins adaptés à l'énergie, mais ça va rentrer dans les mœurs avec les années. En tout cas, merci de la présentation. Vous remercierez le SDEC et puis Éclore, on sera amené à se rencontrer, mais pour le travail effectué, parce que pour nous, c'est malgré tout une grosse aide. On s'en est rendu compte, s'il avait fallu porter ça tout seul, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Merci à vous en tout cas. Pour ceux qui le veulent, on a laissé des petits guides pour les collectivités, mais les uns ou les autres peuvent les prendre. On va juste en garder un, nous, pour la collectivité, s'il y a des gens un peu plus intéressés que d'autres. Donc, on va pouvoir aborder le deuxième sujet. Je pense qu'on est dans les temps. Oui, alors le deuxième sujet, c'est un point sur les travaux de l'accueil, de l'aménagement du multi-accueil. C'est Alison et Fabrice qui... C'est ça? C'est vous deux qui... Alison ne m'écoute plus, mais c'est Alison et Fabrice, c'est ça? Merci Alison. Bonsoir à tous. Donc, je vais passer le micro à Alison qui va se présenter puisqu'elle est nouvellement arrivée dans la collectivité. Bonsoir, je suis Alison Anne, je suis en charge des services éducatifs et solidarité. Je viens d'arriver sur la commune de Falaise au mois de février. Ce soir, l'objectif, c'est de vous présenter le réaménagement du multi-accueil Les Petits Filous. Ce réaménagement est dû au contexte réglementaire sur la réforme de la petite enfance. Si on a les slides qui arrivent à suivre. Cette réforme, elle s'inscrit dans le SPPE, hein, les services publics de la petite enfance, avec les réaménagements réglementaires, avec un arrêté qui a été publié au 31 août 2021 avec de nouvelles exigences sur les services de la petite enfance. Et l'objectif principal est de définir un cadre harmonisé pour garantir la qualité et la sécurité au niveau des enfants, tant sur la fréquentation des crèches, micro-crèches ou halte-garderies. Sur cette réforme, l'objectif principal sur les locaux, puisqu'on a plusieurs sections, hein, sur les locaux et la sécurité, il fallait nécessairement une entrée sécurisée avec des digicodes, des normes d'accessibilité, une surface minimum d'accueil par enfant de 7 mètres carrés. Donc sur le côté locaux et sécurité, notre service est conforme. Sur l'aménagement intérieur, les espaces dédiés à l'éveil, à la restauration et aux soins, nous sommes conformes. Néanmoins, sur des normes spécifiques pour les espaces de motricité et d'éveil culturel, donc ce sont des espaces dédiés qui doivent être créés, et un espace de sommeil sous surveillance constante afin d'éviter la mort subite du nourrisson, nous ne sommes pas
nous ne serons plus aux normes. Donc, c'est aussi pour ces points-là notamment que nous avons décidé de faire ce réaménagement. En sachant que la surveillance constante, elle est déjà mise en place chez nous à travers des caméras et une rotation toutes les 13 minutes par une professionnelle. Néanmoins, ça ne suffit pas. Dorénavant, l'arrêté souhaite qu'il y ait un visuel constant. Voilà. Sur l'affichage des informations, sur des éléments de communication auprès des familles et des professionnels, nous avons un affichage constant et mis à jour. Donc, sur tous ces points, nous sommes conformes. L'entrée en vigueur sur certaines réglementations peuvent être appliquées immédiatement, mais au plus tard, tous les bâtiments de la petite enfance doivent être aux normes au 1er septembre 2026, public comme privé. Donc on a travaillé avec, depuis plus d'un an, on travaille avec l'équipe du multi-accueil. Donc il y a un fort investissement de l'équipe, donc la directrice et de toutes les personnes du multi-accueil. On a travaillé aussi avec la CAF et avec la PMI. Donc ça fait quasiment presque un an qu'on est sur un groupe de travail. On a accéléré en début d'année. Donc les travaux nécessaires, donc ça sera aujourd'hui on a une salle de motricité, on va la déplacer. Voilà, parce que c'est la salle de motricité. On mettra aussi, on va mettre une porte à galandage pour pouvoir la fermer si pour la vigilance Vigipirate. Donc c'est une obligation d'avoir une pièce où on puisse entre guillemets se cacher pour les enfants. On va créer un espace sensoriel détente pour les bébés. Un développement de l'usage pédagogique de l'extérieur. Donc, il va y avoir un certain nombre d'aménagements dans murs d'eau, bac à sable, sol souple, puisqu'aujourd'hui, juste à l'extérieur du multi-accueil, c'est un enrobé. Donc, on va travailler sur des sols souples. Donc, il y aura un sol souple. Après, il y a toute la pelouse avec la toile qui existe aujourd'hui, la toile de protection pour le soleil, plus l'espace jeu. Et on va créer 2 dortoirs qu'on verra tout à l'heure sur les plans. Donc, on va réaménager la salle de motricité en dortoir. Donc, on va découpe du mur central afin d'avoir une vision constante des professionnels pendant le sommeil des enfants. Et toutes les portes, on va remplacer toutes les portes en portes barrières. Donc, ça permettra d'avoir au moins la vue sur quasiment 2/3 de la porte. Donc, le plan actuel, désolé, c'est un peu petit. Donc, ce sera plus intéressant sur le plan suivant. On a essayé de mettre un petit peu de couleur. Donc la salle de motricité, elle est où est-ce qui est le bleu là. Donc aujourd'hui, elle est là où il y a des lits là juste en raté. Donc voilà. La salle de motricité aujourd'hui actuelle est ici. Donc elle va être remplacée par un dortoir. Donc on va y avoir des travaux d'ouverture on va ouvrir un espace vitré plus des portes semi-ouvertes. Donc la salle de motricité va partir tout en haut à gauche, là, donc ici. Et donc avec la partie juste à droite de cette salle de motricité, il y aura les activités sensorielles. Donc ça va faire quelques travaux que l'on va faire cet été au mois d'août. Donc l'objectif, c'est que pendant la fermeture des 3 semaines du mois d'août, une bonne partie des travaux soit effectuée. Et éventuellement, on terminera les travaux au mois de novembre. Voilà, puisqu'on a une semaine de fermeture. Donc, il y aura aussi, on va aussi comment acheter du matériel, on le verra peut-être tout à l'heure sur le transparent suivant. Donc, au niveau du financement, donc, globalement, on est à 105 600 € hors taxe. Donc, la CAF, notre partenaire, quand on leur a présenté ce projet, et puis vu comment le projet avait été bien mené, je remercie encore les équipes, puisqu'ils ont fait un gros travail avec Alison. Donc, on va avoir 80% de subvention et un reste à charge de 21 100 € hors taxe pour la ville. Donc, À travers le dossier de subvention, on a profité de solliciter les équipes pour avoir le confort de leur travail au quotidien et on s'est aperçu très rapidement que les lits n'étaient pas ergonomiques. Il fallait qu'ils se plient en deux pour reprendre l'enfant dans le lit. Donc, on a profité de faire des investissements à travers des lits, à travers du petit matériel pour développer de nouvelles pédagogies sur de la motricité fine
à travers des tables de patouille, l'évolution des sens, sur le toucher, le goût, la place du livre aussi qui est important à travers un tapis de lecture où vous pouvez avoir des histoires qui apparaissent à travers les tapis. Et voilà, l'objectif, c'est d'avoir aussi la place de la culture à travers ce projet. Lorsqu'il y a des travaux, ça entraîne toujours une rédaction d'un nouveau projet pédagogique et un nouveau fonctionnement, hein, puisqu'il va y avoir les lits de déplacés, un positionnement de professionnels complètement différent. Donc à tout cela, toute l'équipe a été associée et sont en train de justement s'organiser pour les rotations d'équipe, pour surveiller les enfants et aussi pouvoir utiliser le nouveau matériel. Et pour la poursuite sur la qualité et sur le confort du travail, on s'est aperçu qu'il pouvait faire quelquefois chaud sur certaines pièces et donc la CAF nous a accordé également le financement de filtres solaires pour le confort d'été des enfants. Donc voilà, on a fait plusieurs points en un seul dossier. Voilà. Avez-vous des questions? Je voudrais juste rajouter qu'il y a 2 ans, on a installé déjà, on a climatisé la salle principale, hein, donc grâce à la CAF. Donc ça avait été fait il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, ils mettent la climatisation à 25 degrés, hein, 25-26. Mais ça existe déjà dans la salle principale. Si vous avez des questions. Oui, Sandrine? Oui, tout à fait. Oui, des bacs à sable couverts avec des jouets qui ne sont utilisables que pour les bacs. Oui, c'est réglementaire. Ouais. Mm. Pas d'autres questions? Ben, merci à vous. Je repasse la parole à Monsieur le Premier Adjoint. J'attends Monsieur le maire. Et, mais merci, hein. Après toutes les vicissitudes du chantier, ça avance. Bah, il me donne le micro, mais il va le reprendre tout de suite. Donc, on effectuera une journée porte ouverte. Bien sûr, on fera une petite inauguration avec les financeurs et on fera un samedi matin porte ouverte pour que vous puissiez venir voir les travaux et on essaiera de communiquer en amont et après par rapport à ces travaux. Merci Fabrice. Comme il n'y avait pas de questions, on va attendre 19 h. Je voulais juste rappeler tout à l'heure sur les énergies renouvelables. On n'a pas à rougir de la ville qu'on est sur l'énergie avec le chauffage urbain qui est très vertueux. Il faut qu'on aille, la dame l'a rappelé, un peu plus encore sur du bois local. Mais avec la CDC et les autres communes, on travaille aussi sur les replantations des haies. Donc, dans les années à venir, pour l'instant, il y a des problèmes techniques, mais dans les années à venir, utiliser le bois local pour les chaufferies, surtout le bois de haie, ça reste un plus. Sur les ombrières, je ne sais pas si elle a appuyé assez, sur l'ombrière de Biancourt, on va être en autoconsommation collective, c'est-à-dire que la collectivité va bénéficier des prix de l'énergie produite. C'est-à-dire que le SDEC ne prend pas sa part financière sur le marché. Ils veulent vraiment faire une étude de cas. Et comme vous avez vu la plus petite production de la grappe, c'est intéressant de savoir comment ça va fonctionner. Donc l'autoconsommation collective, c'est-à-dire qu'on ne branche pas directement sur un bâtiment, mais on détermine sur quel bâtiment l'électricité sera moins chère que l'électricité vendue par EDF ou d'autres opérateurs. C'était juste à signaler qu'effectivement, il faut continuer dans cette voie-là. L'éolien, nous, à Falaise, on n'est pas plus contrôlé, enfin plus confronté que ça. Effectivement, à un moment ou à un autre, il y aura des discussions sur l'éolien. Il faut rappeler qu'on a créé notre ZAER, les zones d'accélération d'énergie renouvelable. Dedans, on a inclus l'éolien. Et la ZAER nous sert à faire des zones d'exclusion. C'est-à-dire maintenant qu'on a une ZAER, on va pouvoir dire on ne veut pas d'éolien du côté du château ou du côté de la vallée qui est juste derrière. Là, il y a pas mal de place sur Falaise. C'est pour ça qu'on a créé une ZAER. Il y a des éoliennes sur la zone nord qui va au Bigné. Il reste de la place. Donc ça, on l'a laissé en ZAER. Et c'était plus pour la méthanisation, mais on a créé une ZAER sur la partie Guibray. Donc il reste quelques places. Donc voilà, on essaye d'être un maximum vertueux, il faut continuer.
Et ce que je vous disais, nous, on croit beaucoup aussi au photovoltaïque sur les toits. Et les projets privés, je signe pratiquement tous les jours des demandes d'autorisation de travaux pour mettre des panneaux photovoltaïques. Il y a des restrictions, mais très allégées. Alors sur des bâtiments qui sont vraiment co-visibilité, ils imposent que les panneaux soient incrustés dans le toit. Et sur les faces non visibles, voilà. Effectivement, tu as raison de le rappeler, c'est qu'à un moment, il y a 4-5 ans, tous les projets étaient refusés parce que l'ABF refusait. Sauf que maintenant, voilà, ils ont bien vu qu'il y a les monuments historiques, mais il y a aussi il y a 95%, il y a 95% de falaise qui est sous couvert des bâtiments. Mais non, ils laissent un peu de souplesse. Voilà. En tout cas, merci. On attend 19 heures pour commencer la séance du Conseil. Ça permet de se mettre aux fenêtres pour s'aérer. Merci à toutes.
Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Désolé pour mon absence lors de la plénière, mais j'avais un conseil d'école. Allez, du pôle Baudreau. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer cette séance du conseil municipal du 30 juin 2025. Je vous informe d'une part que Grégoire Dagorne m'a donné pouvoir, que Jean-Marc Lebas a donné pouvoir à Philippe Drouet, que Jean-Christophe Savary a donné pouvoir à Sandrine Petit, que Chantal Neveu a donné pouvoir à Clara Devel, mais qui n'est pas arrivée pour le moment. Mais... D'accord. Bon, on signalera quand elle arrivera. Et Madame Leblond, mais qui est là, je l'ai vu. Donc, il n'y a pas de pouvoir à Bastien-Richard. Donc ça, je peux barrer. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance, à savoir que ça revient à la majorité. Je propose la candidature de Bastien Richard. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez trouvé sur table la délibération numéro 16 qui a été légèrement corrigée, puisqu'il y avait une petite erreur dans les horaires. Donc, on étudiera celle-ci lorsqu'on sera au rapport numéro 16. Et c'est la 16. Alors, le secrétariat derrière me dit que c'est pas 7, mais 16. Et moi, ils ont bien corrigé sur la mienne, mais pas sur la vôtre. Donc, c'est l'actualisation du règlement intérieur et de la grille tarifaire du service enfance-jeunesse. Donc, c'est bien la délibération numéro 16. Et enfin, je vous demande l'autorisation de mettre à huis clos le dernier rapport qui concerne une cession d'un terrain. Et comme à l'habitude, comme on a le nom de l'acheteur, je vous propose de basculer cette délibération à huis clos. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La première, délibération numéro 2, modification des statuts, représentation des micro-régions, bureaux communautaires et toilettage des compétences. Vous savez qu'on arrive en fin de mandature, que l'an prochain auront lieu les élections municipales et de fait, par conséquence, les élections à la présidence et au bureau du conseil communautaire. Et il convient, comme avant chaque renouvellement municipal, de adapter, toiletter l'organisation intercommunale. Et ça concerne deux aspects. D'une part, réactualiser la répartition des sièges en fonction des micro-régions. Vous savez que la communauté de communes, afin de garantir une représentativité du territoire et des communes rurales notamment, est organisée par micro-régions depuis son origine. Et l'idée, c'est de désigner au sein de ces micro-régions un nombre de membres représentants au bureau proportionnel à la population. Il y a deux événements à prendre en compte. D'une part, l'arrivée d'un certain nombre de communes en cours de mandat, à savoir, depuis la dernière mise à jour, à savoir Courcy, Jor, Louvagny et Vic, ainsi que Vendeuvre. Et puis aussi, la proposition faite par la communauté de communes, c'est de tenir compte des évolutions démographiques, puisque la répartition actuelle, datée de 1999, était appuyée sur la population de 1999. Et là, le toilettage permet de se baser sur le dernier recensement de 2022. L'impact pour la ville, donc sur un nombre constant de délégués au bureau de 18, qui restera 18, l'impact pour la ville de Falaise ferait qu'elle perdrait un siège, elle passerait de 6 à 5, puisque notre population a légèrement baissé, et qu'au global, la population de l'Interco a augmenté pour des raisons démographiques, mais aussi du fait qu'on ait intégré de nouvelles communes. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est dans le toilettage des statuts, des choses à retenir. Donc, ils ont balayé toutes les compétences de la communauté de communes et ils proposent un certain nombre de modifications. Sur la compétence développement économique et touristique, ils proposent pour l'onglet patrimoine de supprimer la notion de liste d'intérêt communautaire. Donc, l'intitulé dans le statut, ça resterait constitution de collection d'intérêts communautaires, mais on enlève la notion de liste. Sur la compétence protection et mise en valeur de l'environnement, dans l'onglet contribution à la transition énergétique, énergie renouvelable. La communauté de communes souhaite la suppression de la partie développement éolien, toute la partie.
supprimer aussi la notion d'étude préalable pour les installations photovoltaïques. Et elle propose de sortir le PCAET qui actuellement est dans cet onglet et en faire un onglet spécifique dans cette compétence. Parce que le PCAET, c'est un sujet à lui seul. Ensuite, dans la compétence action sociale d'intérêt communautaire, dans l'onglet action permettant le maintien à domicile des personnes âgées, il propose de modifier l'intitulé qui s'appelait service portage de repas par soutien aux associations de maintien à domicile des personnes âgées au travers du service de portage de repas. Sur la compétence activité culturelle, dans l'onglet école de musique, il propose de supprimer la phrase « Les harmonies de Falaise et de Potigny sont déclarées d'intérêt communautaire ». Et enfin, dans la compétence chenil, il souhaite garder simplement la compétence gestion d'un chenil en lieu et place de compétence création et gestion d'un chenil. C'est-à-dire qu'il gérera le chenil mais ne le créera pas. Bon, il existe déjà, mais... Enfin, il existe, mais c'est un chenil communal mis à disposition de l'Interco dans le cadre d'une gestion du chenil. Voilà les propositions qui sont faites. Ça a été présenté en conseil communautaire jeudi dernier, ça a été adopté et je vous propose d'ouvrir la discussion et si vous n'avez pas de remarques, de passer au vote. J'ai pas de demande d'intervention, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté, je vous remercie. Délibération numéro 3, dénomination de l'ancien plan d'eau et de la plateforme du Val d'Ante. Donc, cette délibération vous rappelle un petit peu le fonctionnement participatif de la désignation et la domination de ce qui était l'ancien plan d'eau. Il y a eu un appel à la population à des propositions du 1er au 19 avril. 200 propositions sont venues. Les services ont réussi à rassembler, trier pour arriver à une vingtaine à 20 propositions qui vous ont été soumises. La quasi-totalité du conseil municipal s'est exprimée, a classé ces 20 propositions et en a sorti 5. Les 5 ont obtenu le plus de suffrages de la part des élus. Et les habitants ont été consultés du 19 au 25 mai sur la base de ces 5 noms. Et le nom qui sort en numéro 1, c'est la promenade des Cordeliers. En 2, c'était les bords de l'Ante. En 3, le jardin de l'Ante. En 4, la promenade des Maisons Blanches. Et en 5, l'écran de l'Ante. Donc, l'écrin, merci. Après, ce que j'avais proposé au bureau municipal et ce que je vous soumets ce soir, c'était que on voyait dans les propositions et dans les votes et dans les souhaits des Falaisiens qu'il y ait le mot « hante » souvent. Et donc, comme on a une zone qu'on ne s'est jamais nommée, qui est la zone qui sert au médiéval à l'arrière de la tour Talbot, je vous propose que le premier nom avec le mot « hante », à savoir les bords de l'Ante, ce nom soit utilisé pour dénommer la partie qui n'avait pas de nom. Donc, je propose que le conseil municipal entérine ces 2 noms, c'est-à-dire dénommer l'ancien plan d'eau, la promenade des Cordeliers, et l'espace qui n'avait pas de nom, enherbé au pied des remparts, qui s'appellerait les bords de l'Ante, et de m'autoriser, ou mon représentant, engager les démarches nécessaires de ces 2 nouvelles dénominations. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 4. Dénomination de l'espace Pauline Roland, Bénédicte Lebailly. Ah d'accord, Cécile Levagarès-Marie. Depuis la fermeture de l'école de la Fontaine Couverte en 2023, les locaux ont été déclassés de leur usage scolaire et sont désormais mis à la disposition de plusieurs associations locales, dont l'Université Interage, le Secours Populaire, le Boxing Club de Falaise et le SF Yoga. Il s'agit donc d'un espace qui a désormais une vocation plus large en faveur de la vie locale, de la vie culturelle et la solidarité. Afin de mieux identifier ce nouvel espace associatif, il est proposé de dénommer ce lieu espace Pauline Roland. Pauline Roland est née à Falaise le 6 juin 1805. Il passe son enfance. En 1832, Pauline part à Paris et vit de sa plume à la fois comme traductrice, journaliste et autrice. En 1848, elle s'engage dans la lutte politique et défend la cause des femmes. Institutrice, elle fonde en 1849 l'association fraternelle des instituteurs socialistes.
Mais après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, la répression politique est plus forte. Pauline Roland est emprisonnée à la prison de Saint-Lazare. Lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, Pauline Roland soutient la République et les détracteurs de Bonaparte. À nouveau arrêtée le 2 février 1852, elle est condamnée à la transportation en Algérie. La vie difficile au bagne l'affaiblit rapidement. Graciée, elle meurt épuisée sur la route du retour le 15 décembre 1852 à Lyon. Et l'histoire dit qu'elle ne reverra jamais ses enfants. Pauline Roland aura donc marqué l'histoire par son engagement politique en faveur de la démocratie et des femmes au XIXe siècle. Considérant le parcours de vie et l'engagement politique de Pauline Roland en faveur des femmes, elle a notamment été défendue par George Sand et Victor Hugo a écrit un poème absolument magnifique qui s'intitule Pauline Roland, qui comporte 147 vers et que je vous invite à lire parce qu'il est absolument superbe. Donc, vu la délibération, je fais mon info en même temps, vu la délibération du numéro 25-003 du 25 février 2025, constatant la désaffection et le déclassement de l'école maternelle de la Fontaine-Couverte, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à dénommer l'ancienne école de la Fontaine-Couverte l'espace Pauline Roland, autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager les démarches nécessaires à cette nouvelle dénomination. Merci. Bon, c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis le début de la mandature, mais il fallait trouver l'espace. C'est-à-dire que le nom a surgi juste après la dénomination des rues des lotissements situés au sud de la ville, où vous aviez, et la population avait identifié un certain nombre de noms de femmes célèbres, et celle-ci était apparue juste après. Donc voilà, on va pouvoir réparer cet oubli. S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Rapport numéro 5, délégation du conseil municipal, décision du maire depuis le dernier conseil municipal. La décision 2536, approbation d'une convention de financement sur la renaturation de Lente. C'est pour accepter le don de 60 000 € de la Fondation du patrimoine. La 25049, occupation du domaine public pour une terrasse. La 25050, la mise à disposition de garage à une association. La 25051, occupation du domaine public pour une animation sur trottoir. La 25052, rétrocession d'une concession funéraire. La 25053, occupation du domaine public pour un cirque. 25054, vente ambulante sur un feu d'artifice. La 25055, rassemblement de véhicules au parc de la Fresnay. La 25056, occupation du domaine public pour une terrasse. La 25057, attribution du marché 2025-01 DGS pour la vidéoprotection pour une AMO. 25058, attribution du marché 2025-02 DGS, reprise des concessions dans les cimetières. 25059, portant fixation des tarifs municipaux 2025. J'y reviens tout de suite. Et la 25060, portant occupation du domaine public, c'est pour un food truck au mois d'août. La 25059, pourtant fixation de tarifs municipaux. Alors, vous savez qu'on toilette, on continue de toiletter gentiment toutes les us et coutumes de cette collectivité. Et des fois, régulièrement, on fait des petites découvertes de choses qui ne sont pas complètement dans les clous. Et en fin de compte, on fait délibérer le conseil municipal depuis quelques dizaines d'années sur quelque chose sur lequel il n'a pas à se prononcer, puisque dans la délibération de délégation au maire que l'on prend en début de mandat, la fixation des tarifs, à partir du moment où l'augmentation est inférieure à 3%, ne nécessite pas un passage en conseil municipal, mais simplement une décision du maire. C'est-à-dire que le maire doit avoir l'approbation du conseil municipal pour créer un tarif. On le verra tout à l'heure pour le camping. Ou alors, s'il veut augmenter un tarif de plus de 3%, mais tant qu'il reste dans cette marge de 3% et que c'est un tarif qui existe déjà, il n'y a pas besoin de vous faire délibérer. Donc, on se met en règle avec ce point-là. Donc, j'ai pris une décision qui reprend la délibération qu'on avait tous adoptée ensemble au mois de, je ne sais plus, novembre ou décembre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
Béatrice Martin. Oui, bonsoir à tous. Juste une petite question pour la 25057. Pourquoi une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la vidéoprotection? Alors tout simplement parce que on a essayé de le gérer en interne, mais on n'y arrive pas, parce qu'on a deux problématiques techniques. C'est d'une part l'alimentation électrique des supports, parce qu'il faut qu'elle fonctionne 24/24. Or, par exemple, si on prend l'éclairage public, on ne peut pas l'avoir en 24/24, puisqu'à 23 h ça s'éteint et que ça se rallume que le matin. Donc on a un souci là-dessus. Et après, on a une problématique de remontée d'image vers le centre qui est à l'hôtel de ville. C'est-à-dire qu'il faut que les images puissent revenir par voie aérienne. Et donc voilà, les services sont. Alors pour certaines caméras, on y arriverait, mais à cause de la géographie, enfin, le relief de la ville, on a les services s'en sortent pas, ils n'arrivent pas à trouver les techniques et les entreprises, certaines nous donnent des avis contradictoires. Donc on s'est dit qu'on allait se faire assister par des gens dont c'est le travail, qui nous prépareraient le cahier des charges pour la consultation des entreprises avec les détails techniques qui vont bien. Et ça va nous aider aussi à avancer parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce que c'est sous cette mandature ou la précédente? Je crois que c'est la nôtre. En tout début de mandat, la préfecture avait retoqué une partie du périmètre sans raison valable selon nous. Et donc, on souhaite redéposer début d'année prochaine une nouvelle cartographie et demander l'ouverture de certaines zones de la ville où on a des incivilités au service de la préfecture, demande au service de la préfecture pour qu'il soit dans le périmètre autorisé. C'est pour ça on se fait accompagner. On note au PV l'arrivée de Madame Devel. S'il n'y a pas de remarques, on passe à la 6, que c'était une prise d'acte. Recensement de la population 2026, coordonnateur communal. Vous savez, on en a déjà parlé, que nous serons concernés par le recensement général de la population au mois de janvier-février prochain, du 15 janvier au 14 février. Et dans ce cadre, je vais devoir désigner par arrêté un agent de la commune qui occupera ce poste de référent recensement de la population. Et cette désignation va engendrer une décharge partielle de ses fonctions. Elle gardera son indemnité, sa rémunération habituelle. Et donc, je vous demande cette autorisation pour que je puisse désigner par arrêté cet agent, inscrire le cas échéant les crédits nécessaires au budget principal et m'autoriser ou mon représentant à signer toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc le recensement, c'est quelque chose d'important. On l'a vu en 2020. L'effet d'un recensement, c'est pas l'effet une fois, c'est l'effet tous les ans à la même période. C'est-à-dire qu'on reçoit les dotations. Lorsque vous avez une population qui est annoncée à la baisse, elle reste à la baisse tout le mandat, à moins de construire et de délivrer plein de permis de construire qui permettraient d'inverser la tendance. Mais si vous n'avez pas le nombre de permis nécessaires, eh bien, si le recensement n'est pas bien fait, et il a été mal réalisé la dernière fois, parce qu'il y a même des élus qui n'ont pas été recensés autour de la table, eh bien, vous le payez pendant 6 ans, et c'est pour ça que depuis 6 ans, nous avons une DGF qui baisse. Donc, on portera le meilleur soin l'année prochaine. C'est un exercice qui est compliqué, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes. Les personnes motivées qui vont avoir une conscience professionnelle hors pair. Je crois que c'est Valérie qui l'encadrait la dernière fois. Hein. C'est quelque chose de très complexe pour les services. Il faut du personnel compétent et qui va aller chercher le formulaire dans la maison, y compris si la maison ne répond pas ou autre. Et on sera très vigilant, quitte à mettre un peu plus d'argent sur la table. Mais il faut absolument qu'on arrive à avoir une équipe d'agents recenseurs de qualité. Je ne dis pas qu'ils étaient tous de mauvaise qualité, mais on en avait quelques-uns où le travail était moyennement bien fait. Et voilà, on l'a payé, donc il n'est pas question qu'on renouvelle l'exercice l'année prochaine de la même façon. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée.
Je vous remercie. La délibération numéro 7, liste des emplois et conditions d'occupation des logements de fonction. Eh ben, même chose que tout à l'heure, on continue à déployer, à se remettre d'équerre avec la réglementation. Et là, c'est par rapport aux notions de logement de fonction. Il y a deux types de logements de fonction. Il y a les logements de fonction pour nécessité absolue de service. Quand vous avez par exemple un chef d'établissement scolaire qui a un internat, il a une obligation de service, donc il doit être hébergé. Et vous avez les logements de fonction pour occupation précaire avec astreinte. Là, c'est un logement de fonction où vous faites une remise sur le loyer en échange d'un service. À la ville, on a un logement de fonction, donc c'est assez simple. Comme c'est indiqué dans la délibération, c'est le logement du gardien du gymnase de Guibray qui a été attribué en 2006, moyennant le paiement d'une redevance. Là, il est nécessaire de remettre d'équerre cette attribution au regard d'une délibération qui respecte le cadre légal. Aussi, on doit fixer, le conseil municipal doit fixer les emplois qui ouvrent droit à ce logement de fonction. Donc, je vous propose que ce logement de fonction soit ouvert exclusivement aux agents d'exploitation du service des sports, puisque c'est le logement qui est à côté du gymnase Bianco, et qu'en échange, on ait 2 week-ends d'astreinte à faire par mois, en complément des astreintes du soir, hein, puisque l'agent a des impératifs d'astreinte chaque soir de la semaine, plus 2 astreintes par mois. Je vous demande donc, si vous en êtes d'accord, d'abroger la délibération du 22 mai 2006 à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Madame Devel. Bonjour, bonjour à tous. Juste une petite question, c'est appliqué à partir de quand? Septembre. Non, 1er juillet. Effet 1er juillet, je crois. Hein. Ouais. Est-ce que c'était pas possible de décaler à septembre? Parce qu'en fait, c'est plus pour aussi que l'agent puisse faire les démarches pour voilà, changement de loyer. Des démarches pour changement de loyer. Pour Et donc solliciter des aides à côté ou des choses comme ça. des APL ou des choses comme ça. Ouais. Alors, quoi qu'il arrive, s'il a besoin, alors je ne sais pas si le logement est éligible aux APL, ça je ne sais pas, mais imaginons qu'il le soit, il faut que la mesure soit effective. Donc s'il veut faire sa demande, voilà. Bon, l'agent a été informé, il y a eu des discussions avec lui, hein, bien évidemment, puisqu'il y a une augmentation substantielle de son loyer par rapport à ce qu'il avait avant. Mais c'est prévu au 1er juillet. On regardera si jamais... mais la délib parle bien à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, et comme on est le 30 juin, elle sera applicable au 1er juillet. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 8, fourniture d'entretien, exploitation de mobilier urbain à des fins d'information des usagers de publicité, approbation, attribution du contrat de concession Magali Canon. Lors de sa séance du 24 février 2025, le conseil municipal a décidé de confier par contrat de concession de service la gestion de l'affichage public à des fins d'information et de publicité. La ville a ensuite lancé une consultation le 3 mars 2025 sur son profil acheteur avec une publicité dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, le journal officiel de l'Union européenne et une revue spécialisée. La commission des délégations des services publics, compétente pour les contrats de concession de services, a autorisé par la suite les négociations le 16 avril 2025 avec les 4 candidats ayant répondu. Les négociations ont permis d'affiner les offres et de présenter lors de la CDSP du 11 juin 2025 un rapport final retraçant l'ensemble de la procédure. Le rapport de cette commission a été transmis le vendredi 13 juin 2025 à l'ensemble du conseil municipal pour lui permettre de prendre connaissance des éléments. Après analyse des offres, cette commission a jugé que c'est la proposition de la société Philippe Védio
qui peut être considérée comme la plus économiquement avantageuse. Les principaux éléments de l'offre de la société Philippe Béliot sont les suivants. Un contrat de 12 ans, une redevance annuelle pour la collectivité de 14 000 €, une exploitation qui repose sur la publicité sur une face des 31 planimètres et des 5 abris voyageurs, un service d'impression et d'affichage sur les autres faces des mobiliers ci-dessus pour la collectivité, l'installation et la maintenance des mobiliers, l'installation et la maintenance de 3 écrans digitaux et l'installation et la maintenance de 5 porte-bâches avec impression de bâches. Donc je voulais remercier Romain et puis Vianney parce que ça n'a pas été une tâche facile. C'était notre premier contrat CDSP, donc merci pour le travail qu'ils ont effectué. Et donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes du contrat de concession des services en annexe 2 au présent rapport, d'approuver le choix de l'entreprise attributaire de ce contrat et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat de concession de services avec l'entreprise Philippe Béliot. Merci Magali. Est-ce qu'il y a des remarques? Jean-Luc André. Une précision seulement, pas de problème sur la rédaction, sauf qu'il y a une révision. Donc il faudrait, de notre point de vue, rajouter que le montant de la redevance sera perçu à minima. On a vérifié les indices. Il y a eu des fortes évolutions sur l'indice depuis la période Covid. Mais on a remarqué que sur l'année 2024, cet indice avait baissé. Donc il ne faudrait pas, dans un concours de circonstances négatifs, que la révision par indice vienne à faire apparaître une redevance annuelle inférieure à 14 000. Donc de notre point de vue, il suffirait d'indiquer que, nonobstant la révision, le montant de la redevance annuelle sera au minimum fixé à 14 000. Dans la délib. Règlement, Dans le l'article règlement. 19, il faudrait indiquer qu'à minima, la redevance sera de 14 000. Il Et faut- si c'est surtout en début de contrat, si ça commence à baisser, il faut éviter d'avoir une redevance en baisse. Ok. On prend note et on voit comment on peut l'intégrer. On prend note de la remarque. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous remercie. Délibération 9, tableau des effectifs. Jacques Lebray. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Conformément à l'article 313.1 du Code général de la fonction publique du 23 février 2022, en vigueur au 1er mars 2022, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Afin de tenir compte de l'évolution des besoins et des mesures retenues par l'autorité territoriale, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs dont le détail est joint en annexe 3, que les dépenses en résultant soient couvertes par les crédits inscrits au chapitre 012. Donc le tableau est assez léger. Il y a 3 modifications du cadre d'emploi, un au DST, un au DSES, et il y a une création d'emploi au service culturel suite à un départ sur le SPIC, musée des automates. Merci Cécile. Donc il y a une seule création de poste de fonction publique. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je me vois. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 10, charte éditoriale et modération des réseaux sociaux de la ville de Falaise. Je suis en train de regarder la liste des réseaux sociaux que la ville de Falaise gère. Il y a 3 sites institutionnels de la ville, un compte Facebook, un compte Instagram, un compte LinkedIn, le forum, un Facebook, un Instagram, le musée des automates, un Facebook, un Instagram, la microfolie, un Facebook, un Instagram, le centre socio-culturel, un Facebook, un Instagram, le château Guillaume le Conquérant, un Facebook, un Instagram, et les médiévales de Falaise, un Facebook, un Instagram. Et régulièrement, ça arrive, heureusement c'est rare, mais ça peut arriver qu'on soit confronté sur ces réseaux à des messages qui ne respectent pas des règles haineux, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Et donc on en enlève, mais on n'avait pas de cadre. Et donc l'idée c'est d'adopter cette ligne
éditoriale, cette charte, qui permettent aux agents de savoir ce qu'ils ont à faire. Donc vous avez en annexe 4, c'est du bon sens, les contributions qu'on considérerait non conformes aux règles de bonne conduite et à la loi, et qui seront donc supprimées sans préavis de l'ensemble des réseaux sociaux gérés par la ville. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Devel? Oui, non. Non, pour dire que bien évidemment, on est satisfait de cette délibération, parce qu'on est d'accord avec vous, hein, sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Et ça permet d'encadrer vraiment clairement les réseaux sociaux institutionnels de la ville. C'est très bien que ces réseaux sociaux, c'est le support, ce sont des outils d'information, hein, au service de l'ensemble des Falaisiens. Et donc, on est entièrement d'accord avec cette charte. Moi, on aurait rajouté dans la charte peut-être qui modère les réseaux sociaux. Alors, on imagine que c'est bien le service communication qui a les codes, mais ce qui pourrait être intéressant de savoir qui va supprimer en fait tous ces messages. Donc peut-être Alors, indiquer c'est pas juste que le service com, c'est les administrateurs de chaque page. C'est-à-dire qu'au château, c'est le château. Le service com, il n'a pas les moyens de gérer. Je sais pas, il y en a combien? Il y en a il y en a une vingtaine. Chaque service, enfin, chaque administrateur de la page. Il y a une Parce que pour vingtaine pouvoir. de Bah, pages oui, il y en de a réseaux sociaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bah, 12, ou au 13. moins, Il y en a 15. peut-être indiquer que les administrateurs de chaque page Bah, ça peut être que. seront en charge de Mais ça peut être que modérer. parce qu'il faut, pour pouvoir supprimer un message, Oui, il mais faut être ça veut pas administrateur de la dire page. c'est logique, mais c'est bien quand on l'écrit, c'est tout. Mais vous pouvez pas supprimer un message si vous n'êtes pas administrateur, techniquement. Enfin, on peut Tout le ce qui est dans noter, la mais charte coule de source également. bah, alors, oui, c'est du bon sens pour nous parce qu'on est des gens qui respectons les règles de bonne conduite des réseaux et l'esprit de la loi. Mais après, on peut très bien l'ajouter, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est automatiquement, ça ne peut être que les administrateurs, puisque la fonction suppression, alors moi je connais Facebook et Insta, je connais pas, mais à mon avis, il n'y a que les administrateurs ou ceux qui ont déposé un message qui peuvent le retirer. Donc, de fait. D'accord là-dessus, il n'y a pas de souci, Ah, c'est d'accord. juste l'indiquer Ok, dans la charte. d'accord. Bon, bah, on prévoira que les administrateurs peuvent utiliser la fonction suppression. Bien, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. C'est une prise d'acte. Eh ben oui. Donc on vote pas. Merci, il y en a qui suivent. Délibération numéro 11, tarification de la saison de spectacle 2025-2026. Cécile Vagarez-Marie. Oui, alors là, on vous propose de rajouter un tarif par rapport au tarif existant. Donc, la future saison compte une vingtaine de spectacles pour la saison prochaine. Elle débutera le 23 septembre 2025 pour se clôturer le 5 mai 2026. Les nouveaux rendez-vous sont bien entendu dédiés à tous, des plus jeunes aux plus grands. Des moments de poésie cohabiteront avec des moments malicieux mordants. Ça, c'est la prose de Nicolas, j'imagine. Les partenariats avec Corrège, Spring, les Boréales, Pondouille, Loisirs, la Microfolie, Jazz sous les pommiers se poursuivent, bien entendu. Pour cette nouvelle année culturelle, on vous propose d'insérer dans nos tarifs donc un tarif solidaire pour les bénéficiaires du RSA et de l'allocation adulte handicapé. La grille tarifaire sera ainsi reconduite comme suit. Donc pour les spectacles, on va dire première catégorie, ça ne veut pas dire qu'ils sont de meilleure qualité, hein, soyons clairs là-dessus. Du tarif réduit à 19 €, on passerait à 10 sur le tarif solidaire. Sur les spectacles de seconde catégorie de 10 €, on passerait à 5. Sur les autres spectacles de 5 à 5, et bien entendu, les gratuits resteraient gratuits. Voilà, pour la partie sortie forum place, voilà. Les places de 10 €, si on en achète 5, enfin si on achète 5 places achetées à 13 €, elles passent à 10 €. La formule est non nominative, je le rappelle, en solo ou à partager en famille, entre amis, voisins et autres. Et le tarif visite au commencement, c'est un spectacle qui va être proposé dans la saison, et donc du coup on a proposé un nouveau tarif à 2 €.
Voilà, donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir reconduire les tarifs de la saison spectacle 24-25 pour la saison 2026-25-26, mais de créer un nouveau tarif solidaire pour les bénéficiaires du RSA et de l'allocation adulte handicapé. Merci Cécile. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Délibération 12, camping municipal, produit de la boutique. Je vais la faire en l'absence de Grégoire. Donc il convient de, comme c'est, je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est une création de tarifs. C'est les tarifs de la boutique de cette année, donc ça passe par le conseil municipal et ça ne peut pas être décidé par décision du maire. Donc vous avez la liste de tous les produits du camping qui sont en vente à la boutique. Il convient d'en définir, d'en arrêter les tarifs. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième qui est intéressant, le point numéro 2, c'est d'autoriser les agents du camping à procéder à des remises pour des produits avec DLC. 10% de remise 2 semaines avant la DLC et 30% de remise la semaine avant la DLC. Et à partir du 15 septembre, comme le camping ferme fin septembre, la possibilité de faire une remise de 50% sur les produits qui ont une DLC qui va arriver entre le 1er octobre et le 1er avril 2026. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose d'approuver ces tarifs tels qu'exposés ci-dessus, avec prise d'effet dès que la délibération sera exécutoire, d'approuver l'application de remise sur ces tarifs dans les conditions que je viens de vous évoquer et de m'autoriser à signer ou mon représentant tous les documents se rapportant à ce dossier. Jean-Luc André. Une petite observation concernant le. Tout à fait d'accord sur les remises pour la DLC. Veillez quand même au prix d'achat, parce qu'on ne doit pas vendre un prix inférieur à son prix d'achat, sauf dans des situations un peu encombrantes ou chronophages. Donc veillez, je ne pense pas que ça pose de problème pour envisager les 10 et les 30, mais veillez quand même sur les 50%, faire attention. Alors, on a très peu de produits, mais je suis d'accord, et on a très peu de produits frais avec des DLC courtes, hein, puisque une bonne partie des produits, on est sur des DLC qui sont assez longs, donc ils pourront être écoulés. Et puis, les agents du camping vont pas recharger l'épicerie début septembre. Oui, ils rechargeront avec parcimonie de façon à arriver avec des stocks réduits au 30 septembre. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 13, ESF Football, demande de subvention exceptionnelle. Fabrice Gracia. Bonsoir à tous. Donc l'entente sportive Football Club de Falaise organise le 5 juillet prochain les 100 ans de pratique du football au sein de la ville de Falaise. Il s'agit d'un événement populaire qui a pour objectif de fêter le football avec l'organisation de nombreux matchs de différentes catégories afin de célébrer la pratique de ce sport à Falaise. Dans le cadre de cet événement, le club de football a sollicité la ville de Falaise pour permettre la réalisation de maillots à l'effigie des 100 ans du club. L'attribution d'une subvention exceptionnelle a donc été demandée à hauteur de 500 €. L'organisation de cet anniversaire sera également l'occasion de dévoiler la plaque en hommage à M. Jean-Claude Dupuis, décédé récemment, joueur et membre actif au sein du club de football falaisien. Vu l'intérêt porté par la ville de Falaise à l'organisation de cet événement sportif et populaire, vu la délibération numéro 24-025 du 25 novembre 2024 portant dénomination de l'espace Jean-Claude Dupuis, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € pour la réalisation des maillots de football à l'effigie des 100 ans du club et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est accordée. Délibération 14, convention de partenariat entre la CDC et Pays de Falaise et la ville permettant l'intervention de la médiathèque au multi-accueil. Fabrice Gracia. Donc le multi-accueil, les Petits Filous, possède un projet d'établissement avec un axe fort sur l'accès à la culture. Au-delà d'être un mode de garde collectif, il est notamment un lieu aux ressources d'épanouissement et de développement de l'enfant à travers des techniques éducatives évolutives. Considérant que le projet éducatif du territoire de la ville garantit l'accès à la culture sur l'ensemble des services,
que le projet d'établissement et notamment le projet pédagogique du multi-accueil développe l'accompagnement de l'enfant à travers l'usage des livres et la découverte de la lecture, que la communauté de communes du Pays de Falaise est compétente dans la gestion des médiathèques sur le territoire. Il est proposé au conseil municipal de conclure une convention de partenariat entre le multi-accueil et la médiathèque du Pays de Falaise, située à Falaise, afin de permettre une intervention de 45 minutes une fois par trimestre par un agent de la médiathèque et mettre en place un prêt de 25 livres à chaque passage. La ville de Falaise souhaite conventionner pour une durée d'1 an à compter du 1er septembre 2025. La convention type, vous l'avez en annexe. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat mentionnée ci-dessus, ainsi que tout acte se rapportant à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette convention? Non, je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. Délibération 15, actualisation des quotients familiaux à l'ensemble des services éducatifs pour l'année 2025-2026. Fabrice Gracia. Donc là, ça va être juste une harmonisation des quotients familiaux en cohérence avec le service enfance. Donc il est nécessaire de faire évoluer le quotient familial 2 qui aujourd'hui était de 301 à 620 euros et on le fait passer de 301 à 650 euros. Il est rappelé que ces quotients sont appliqués aux familles falaisiennes mais également aux familles extérieures. Donc, il est proposé d'appliquer l'actualisation sur l'ensemble des services suivants, le local jeune, l'accueil périscolaire et la restauration scolaire. Il est rappelé qu'aucune variation tarifaire n'est abordée. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir harmoniser les quotients familiaux en cohérence avec le service enfance comme indiqué ci-dessus et d'appliquer l'actualisation sur les services local jeune, accueil périscolaire et restauration scolaire. Merci. Clara Devel. Par rapport au document que vous nous avez donné, C'est le suivant, c'est sur la 16. ah, c'est là. On était au 15 là. Je mets aux voix, donc la 15, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération 16, actualisation du règlement intérieur et de la grille tarifaire du service enfant-jeunesse. Donc c'est là qu'on prend l'apport. Donc, dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires proposées par les municipalités, il est nécessaire d'actualiser le règlement intérieur pour harmoniser le fonctionnement entre les services, garantir l'égalité d'accès aux loisirs sur l'application tarifaire entre le centre de loisirs primaire et le centre de loisirs maternel, et de coïncider surtout avec les attendus de la CAF, la Caisse d'allocation familiale du Calvados. Donc, on vous propose les modifications suivantes qui sont dans le règlement intérieur qui est annexé au rapport. Donc, en premier point, c'est d'offrir la possibilité d'inscription suivante. Donc, pour les mercredis loisirs, réservation possible jusqu'au lundi à 10 h et l'annulation possible jusqu'au jeudi 10 h précédant l'accueil. Pour les périodes de vacances, réservation ou annulation possible jusqu'au jeudi 10 h précédant l'accueil. Deuxième point, donc c'est ce qu'on vient de voir tout de suite, c'est proposer les quotients familiaux en cohérence avec les attendus des partenaires financiers et notamment la CAF. Donc le quotient familial 2 sera de 301 à 650 euros. Le troisième point, donc c'est appliquer un tarif unique entre le centre de loisirs maternel et le centre de loisirs primaire. Donc ça, c'est une demande forte de la Caisse d'allocation familiale du Calvados. Donc ça sera les mêmes tarifs entre le centre de loisirs et le centre de loisirs maternel. Donc vous avez les tarifs qui sont dans le tableau sur le document que vous avez. Donc on ne va pas tous les rebalayer. Donc quatrième point, d'ajouter une nouvelle grille tarifaire lorsque la famille fournit un panier repas à l'enfant qui est à consommer durant le temps extrascolaire ou mercredi loisir. Donc, il a été rajouté un PAI alimentaire à 2 euros. Et après, vous avez les T1, T2, T3, T4 qui vont d'1 euro à 3,45 €. Là, c'est vraiment des familles qui exceptionnellement amènent des enfants qui amènent un panier repas suite à une conviction ou qui souhaitent avoir un repas qui leur convient. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement intérieur, incluant la nouvelle tarification afin de l'appliquer dès le 1er septembre 2025 et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je mets aux voix qui est contre. Qui... Ah, pardon, Sandrine Petit. Donc, oui, je ne comprends pas, je ne sais pas, j'ai peut-être un problème, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des tarifs différents entre le panier alimentaire et les autres tarifs. Donc, les autres tarifs, c'est des enfants qui, par exemple, souhaitent avoir Oui, ça j'ai compris. ouais. Donc, aujourd'hui, le PAI, ça sera les enfants qui auront un PAI, comme sur la restauration scolaire. Donc, c'est 2 euros. Et donc, suivant après, si l'enfant vient avec un repas, et c'est exceptionnel, ça sera entre le T1 et le T4, Oui, suivant. ça je comprends, mais je ne comprends pas en fait. Je comprends pas C'est, pourquoi. on a copié exactement la même chose qu'il y a eu dans la restauration scolaire. D'accord, ben moi je vais m'abstenir sur cela. D'accord, merci. Le PAI, c'est parce que les familles emmènent leur repas par rapport à là au panier repas, c'est ça? Non, disons que PAI, on va dire que PAI, il y a une raison d'accompagnement de la collectivité auprès de la difficulté, chut, s'il vous plaît, auprès des familles. C'est ce qu'on a voté l'autre jour. Hein, on avait le cas, voilà, ça c'est les 2 euros. Les autres, c'est plus des apports de repas pour convenance personnelle, qu'elles soient religieuses ou autres. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y en a un à 1 euro? Alors le 1 euro, c'est parce qu'on est coincé avec le plan pauvreté pour lequel on travaille déjà sur le 1 euro avec, voilà. Mais le 1 euro, il n'y en a pas. Donc faut pas. Le tarif existe, mais on ne l'aura pas parce que. Oui, mais pour moi, un enfant qui a un repas par conviction religieuse, par exemple, ben, ça s'entend aussi bien que quelqu'un qui a un PAI alimentaire. Alors je fais autrement. Je donne, je fais pas de pub, mais une barre de sneakers à mon enfant en disant, voilà son repas. Eh bien, nous, au niveau du restaurant scolaire, on a refusé. Parce qu'il y a eu ce phénomène en début de mandature où les gens s'engouffraient dans le tarif. On disait, ben non, je fournis un pseudo-repas qui n'était pas un repas, enfin selon nous qui n'était pas un repas. Et donc, vous gardez nos enfants gratuitement et je fournis ce qui pour nous n'était pas un repas. Et donc c'est pour ça qu'en début de mandature, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait créé ce tarif en disant, on va faire prendre en charge le coût de la garde, ce qui correspondait à votre tarif périscolaire du service jeunesse. Et là, on garde un peu le même esprit que ce qui existe au niveau de la restauration scolaire, c'est-à-dire que les repas de convenance ou pas, mais en tout cas, on sort le médical, parce que le médical, il n'y a pas de raison, donc le médical, on applique le tarif de 2 euros. Par contre, tous les autres, on leur facture le prix du coût du service de surveiller les enfants. Mais sur le médical, on peut aussi avoir des familles qui ne fournissent pas un repas. Oui, alors après, dans des PAI, nous, enfin, je ne sais pas vous, au service jeunesse, au service affaires scolaires, on doit en avoir 4 ou 5, quoi. C'est un seul. Voilà, c'était ça l'explication et la raison. Moi, j'aurais trouvé logique que tout soit à 2 euros. À 2 euros? Sauf le 2 euros aussi. Un enfant qui a le PAI alimentaire, on s'occupe aussi de son quotient familial ou c'est 2 euros? Oui, donc, donc c'est bien ce que je dis. Non, mais moi, ça me dérangerait qu'une famille qui a les moyens, qui est en T4, ne paye que 2 euros pour offrir et donner à son enfant une barre chocolatée. Mais elle donnera peut-être un très Moi, bon ça me repas. gênerait. Comment? Elle donnera peut-être un très bon repas. Peut-être qu'elle donnerait un très Et bon elle paiera repas. pour le coup 3,45 €. Oui, mais ça s'appelle la solidarité. Les personnes qui ont un peu plus de moyens payent un petit peu Ouais, plus. je reste sur mon. D'accord, non, mais il n'y a pas de problème. C'était l'explication. Donc je mets aux voix cette délibération numéro 16. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a 2 abstentions. C'est qui ton pouvoir? Donc Jean-Christophe Savary et Sandrine Petit. Elle est adoptée. Délibération 17. Renouvellement d'affiliation de la ville de Falaise au dispositif régional Atout Tourisme. Fabrice Gracia.
Atout Normandie. Donc, Atout Normandie est un dispositif mis en place par la région Normandie à destination des jeunes âgés de 15 à 25 ans, scolarisés ou résidant en Normandie. Donc, il offre des avantages sur les différents temps de vie des jeunes, la formation, le sport, la culture, l'initiative, la mobilité internationale et l'engagement citoyen. Les jeunes peuvent adhérer à ce dispositif via la création d'un compte sur la plateforme atout.normandie.fr. L'objectif est de favoriser l'accès des lycéens à des temps normands, à des jeunes normands, à toutes les pratiques culturelles et vise à les encourager à développer leur goût pour la culture ainsi qu'à diversifier leur expérience artistique. La ville de Falaise souhaite renouveler le partenariat de ce dispositif pour l'exercice 2025-2026. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser l'engagement de la ville de Falaise dans les dispositifs Atout Normandie et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte de se rapportant à ce dossier. Merci. Des questions sur cette délibération? Non. Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. Délibération 18. Installation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur une parcelle communale. Jacques Lebré. Dans le cadre de son activité d'opérateur de communication électronique, la société Bouygues Télécom doit procéder pour l'exploitation de ses réseaux à l'implantation d'équipements techniques et notamment d'antennes relais. Les opérateurs ont en effet une obligation de couverture du territoire. La société Bouygues Télécom contractualise la gestion et l'exploitation de sites .haut avec une société externe, à savoir la société Phoenix France Infrastructure 3. Phoenix France Infrastructure 3 gère notamment l'exploitation des sites .haut afin de fournir des services d'accueil aux opérateurs de communication électronique et ou audiovisuelle, avec lequel elle est liée par des contrats de service. Les conditions d'implantation des antennes relais sont réglementées. La société Phoenix envisage l'implantation d'une antenne relais sur une parcelle communale située route de la Hoguette, cadastrée BK numéro 43 pour une surface de 45 mètres carrés. À la demande de la ville de Falaise, l'antenne relais sera mutualisable, c'est-à-dire qu'elle sera prédimensionnée pour permettre d'accueillir plusieurs opérateurs. Le montant du loyer annuel est de 3 000 € net, et ce pour une... J'ai dit quoi 3 000, j'ai toujours envie de plus de... 2 000 € net, et ce pour une durée de 12 ans, reconductible tacitement. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter la proposition de retenir la parcelle BK numéro 43 pour l'implantation d'une antenne relais à la société Phoenix France Infrastructure, agissant pour le compte de Bouygues Télécom. Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat de bail, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. Bien, je vous remercie. Des remarques, Madame Devel. Oui, simplement une petite remarque. On est d'accord sur le fait qu'il faut améliorer la couverture, notamment Bouygues sur Falaise. La seule chose qu'on s'est dit la semaine dernière en réunion, c'est qu'il aurait été intéressant peut-être de discuter avec les entreprises autour ou échanger en fait avec les différentes entreprises qui sont à côté de cette future antenne. Voilà, c'était simplement la remarque qu'on s'était dit d'ailleurs mercredi dernier en réunion. Oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu communiquer. Malgré tout, c'est un délaissé qu'aurait, dans le cadre de l'extension de l'entreprise qui est sur qui est sur la parcelle à côté, les 45 mètres carrés qu'on prend, c'est vraiment le petit décroché qui est en bordure de... Mais voilà, on aurait pu seulement... C'est pas sur la surface, c'est plus peut-être aussi Les la informer, nature ça. des activités ou bon, je pense Alors, que ça va améliorer la couverture, donc c'est bien, mais il y a peut-être quand on installe ce type d'antenne, je pense qu'il est intéressant de discuter avec les entreprises du secteur. Voilà. On va leur faire un courrier. Alors cette antenne, il y aura 2 opérateurs dessus, comme on s'est dit dans la délib. C'est fait à 95% pour les entreprises de Guibray qui captent pas Bouygues et très mal SFR. Voilà, on peut le dire parce que c'est pratiquement fait avec SFR. Effectivement, on aurait pu leur dire, mais c'est vraiment à leur avantage. Ça ne va pas couvrir la ville. Merci. Je mets aux voix s'il n'y a pas d'autres remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Délibération 19. Rétrocession voirie éclairage public du lotissement des Griffons. Jacques Lebré.
La société Créadim a procédé à la création d'un lotissement appelé Les Griffons sur un terrain privé situé dans le prolongement de la rue des Champs-Griffons. Cette parcelle a été divisée et aménagée conformément au permis d'aménager déposé par la société Créadim en décembre 2020 et accordé par arrêté du maire en date du 15 mai 2020. Depuis cette date, les travaux d'aménagement ont été réalisés, les lots vendus et ce nouveau lotissement est donc en voie d'achèvement. Il reste cependant quelques parcelles cessibles, mais l'ancienneté du lotissement ainsi que l'état d'avancement du programme nécessitent que la rétrocession de la voirie, des espaces verts et de l'éclairage public soit effectuée rapidement. Pour rappel, 3 noms de rues ont été attribués aux nouvelles voies de desserte à la suite d'une concertation menée auprès des Falaisiens en 2021. Les espaces et équipements rétrocédés sont les suivants: 3661 m² d'espaces verts, y compris espaces de jeux et de détente, près de 600 mètres linéaires de voirie et de stationnement, 18 mâts d'éclairage public et une armoire électrique. Cette intégration dans le domaine public de la commune aura lieu après réalisation d'un rapport d'état contradictoire entre la société Créadim, la ville de Falaise et le SDEC pour les équipements d'éclairage public. Vu les autorisations d'urbanisme déposées et délivrées par arrêté du maire le 15 mai 2020 et le 13 janvier 2022, vu la délibération numéro 21028 du conseil municipal du 28 juin 2021 portant dénomination des rues desservant ce lotissement, considérant la nécessité de réintégrer ces installations dans le domaine public de la ville, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la rétrocession des voiries de desserte du lotissement des Griffons, des espaces verts et de stationnement à titre gratuit. Approuver la rétrocession des équipements d'éclairage public à titre gratuit et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à procéder à tous les actes nécessaires à cette acquisition. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Bruno Boulier. Nécessité de... Alors c'est un usage de la ville. À partir du moment où un lotissement, sauf s'il y a une volonté qu'il reste privé, hein, c'est-à-dire que il y en a très peu, je crois qu'il y en a, bon, il y en a un, c'est sûr, mais il y en a peut-être, généralement c'est des mini-lotissements de 2 ou 3 personnes. Mais et la logique c'est de dire, bah voilà, les habitants sont taxés sur le foncier, c'est logique que la ville assure un certain nombre de services comme l'éclairage public et l'entretien et la propreté. Et on le fait toujours une fois, c'est peut-être ce que tu veux dire, on le fait toujours une fois que le lotissement est quasiment terminé, de façon à ce que qu'il n'y ait pas de casse, de bordure ou de choses comme ça dans le cadre de travaux. Je vais rajouter que, en plus, c'est un lotissement assez vieux, malgré tout, 2020, et les gens n'ont toujours pas d'éclairage public. Puisque la rétrocession n'a pas été faite, les démarches pour qu'ils aient eux-mêmes l'éclairage public. Donc voilà, c'est pour ça que la démarche est assez... enfin, c'est pas précipité, mais vaut mieux accélérer. Alors, je sais plus, mais je crois qu'il reste 1 ou 2 parcelles à vendre. Une. Donc voilà, c'est un lotissement qui s'est étalé dans le temps. Bah, il a été lancé au moment du Covid, donc ça a traîné. Et là, il n'y a plus qu'une seule parcelle à vendre et tout est terminé sinon. S'il n'y a pas d'autres remarques, je me vois. Qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Avant de passer à huis clos, est-ce qu'il y a des questions diverses? Non, alors je vous précise juste que le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 29 septembre. Et s'il n'y a pas de questions diverses, merci à la presse, à notre public. Bonsoir. De quitter la salle, de nous déconnecter de la